Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et bon mercredi midi tout le monde. Bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre, j'anime chaque midi en semaine l'émission Côte-Nord Attitude et le mercredi, avec moi, la co-animation, notre animatrice de Y'a des matins. Bonjour Valérie Dionne. Allô Jean. Bienvenue à l'émission. On a plusieurs sujets encore aujourd'hui. On va parler entre autres de Vieux Quai en fête aujourd'hui. Grosse émission, ce midi. Oui, entre autres ce fameux projet d'éolienne, on va en parler dès le début de l'émission vers 12h15 avec Ricky Fontaine. Il est directeur de ITUM, là. Le dire en Inou, j'aurais de la misère. Mais c'est le directeur général du conseil de bande Ouachat-Macmaliotenam, Inutekwegen Ouachat-Macmaliotenam. Bon, c'est ça que ça veut dire, ITUM. La nation Innu, on le sait, a reçu du gouvernement du Québec l'autorisation de construire un parc éolien, le premier parc éolien de la Côte-Nord. Hier, on a donné tous les détails. C'est quand même un projet d'envergure qui va plaire au milieu économique. On parle de retombées de 700 millions de dollars, peut-être autour de 400 personnes là sur 2 ans lors de la période du chantier de construction. Il reste quand même beaucoup d'étapes là avant d'aller de l'avant avec le projet, mais il y a une certaine garantie de financement. Il y a Hydro-Québec qui devrait acheter l'énergie produite en collaboration avec le partenaire Boralex. Donc Ricky Fontaine nous donne des détails sur ce projet de 700 millions de dollars du côté de Pentecôte-Port-Cartier. Donc un projet majeur qui s'en vient dans notre région. On va s'entretenir aussi avec le maire Randy Jones en Basse-Côte-Nord pour parler de la route blanche. On le sait, c'est important, la route blanche, pour les gens de la Basse-Côte. Il n'y en a pas de vraie route en Basse-Côte-Nord. Non, quand la saison de la motoneige est commencée, ben pour eux, c'est désenclavé. Hein? C'est la liberté. Ils peuvent venir faire un tour à Sept-Îles, aller dans un village voisin, ce qu'on peut pas faire malheureusement parce que le prolongement de la route 138, ça avance pas vite. Randy Jones, en fait, la MRC du Golfe Saint-Laurent a émis un communiqué hier. On déplore vraiment là les changements apportés par le ministère des Transports dans ce dossier. Donc, plus de détails vers 12h30 avec Randy Jones à cette émission Côte-Nord Attitude. C'est vers 12h40, 35-40 dans ce coin-là qu'on va s'entretenir avec le président Wayne Malouin. On le sait, il était vice-président, il est devenu président. Et puis là, il y a vraiment un plan de relance sur la table pour Vieux Quai en fête. Oui, effectivement. En fait, ils ont présenté ça au conseil municipal de la ville de Sept-Îles. Donc, on sait qu'il y a eu un important trou financier avec le Vieux Quai en fête. Il faut redresser le tout. Il y a une activité qui s'en vient bientôt, un bal en blanc et noir, mais on aura besoin de plus d'argent. Est-ce que le conseil de ville va opter pour prêter du côté du Vieux Quai en fête? En tout cas, il y a des questions quand même qui se posent, puis c'est légitime qu'on se les pose, les questions aussi. Et il y a eu une rencontre positive, faut le dire, entre les élus municipaux et les dirigeants du festival Vieux Quai en fête. Là, de plus en plus, on voit qu'on va le sauver, notre festival. Puis je pense que dans la population, écoute, on veut garder un festival d'été à Sept-Îles dans le secteur du Vieux-Quai. Ça n'aurait pas de bon sens d'arrêter ça. Donc, on en reparle avec Wayne Malouin au cours de l'émission. Et en fin d'émission, on parle de la réserve navale NCSM Joliette. On le sait, chaque année, c'est quoi, le 11 novembre, le jour du souvenir? Oui, c'est le 11 novembre. Bien sûr, ici, à Sept-Îles, on va faire ça dans la fin de semaine. Hein? On va être passé au milieu de la semaine prochaine. Donc, il y a une belle activité qui s'en vient du côté de la réserve navale NCSM Joliette. Donc, on va avoir tous les détails avec François Lévesque, le capitaine, et son adjoint Magella Galland. On va rappeler ce que c'est, qu'est-ce que ça mange en hiver, notre réserve navale. Il y a quand même plusieurs militaires basés à cette île avec une mission bien précise qu'on va vous rappeler en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Mais d'abord, la MRC qui regroupe les villages de la Basse-Côte-Nord critique sévèrement le ministère québécois des Transports dans la gestion de la route blanche. Ce sentier de motoneige est signe de liberté et de déplacement à leur guise pour les gens de la Basse-Côte-Nord, souligne la directrice générale de la MRC du Golfe du Saint-Laurent, Karine Monger. Le ministère des Transports a inséré de nouvelles conditions au contrat d'entretien de la route blanche entre Kegaska et La Romaine. Le contrat n'est pas encore octroyé pour l'hiver qui vient. La MRC
veut rencontrer les responsables du dossier au ministère des Transports pour exprimer l'inquiétude et le désappointement des gens de la région. Les maires des municipalités non reliées au réseau routier québécois rappellent que la route blanche est la seule route qui permet de briser l'isolement en Basse-Côte-Nord. La nation Innu a amorcé hier la consultation pour son projet de parc éolien à Pentecôte. Les Inuits s'associent à Boralex pour un projet de près de 700 millions de dollars, prévoyant l'installation d'une cinquantaine d'éoliennes à 7 km du village de Pentecôte. Plusieurs étapes restent à franchir, dont la signature d'une entente avec Hydro-Québec pour l'achat des 220 mégawatts qui seront produits. Le gouvernement du Québec a accordé à la nation Innu en décembre 2015 le dernier bloc d'énergie éolienne disponible dans la stratégie québécoise 2006-2015. Hydro a presque une obligation d'acheter l'énergie éolienne des Inuits de la Côte-Nord. Les 9 communautés Inuits sont invitées à investir dans le projet et profiteront d'une part des bénéfices. 5 conseils de bande confirment leur participation. Les Inuits souhaitent maximiser les retombées du projet dans les communautés autochtones. Le conseil de bande d'Ouachat-Mac-Maliotenam et la municipalité de Port-Cartier se partageront des redevances, de 1 million de dollars annuellement lorsque le parc éolien de Pentecôte sera en production. Rappelons que le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord enquête sur des difficultés financières au Centre d'action bénévole de Sept-Îles. Des employés du CIS ont réalisé des vérifications sur place toute la journée hier. Le CIS a demandé à une firme indépendante de faire le point sur la situation financière de l'organisme. Le Centre d'action bénévole de Sept-Îles reçoit 151 800 $ annuellement du CIS Côte-Nord dans le cadre du programme de soutien aux organismes communautaires, principalement pour les services de popote roulante, l'accompagnement lors de visites médicales, les visites d'amitié aux aînés et la promotion de l'action bénévole. Pour l'instant, aucune interruption des services du Centre d'action bénévole de Sept-Îles n'est prévue. La députée de Manicouagan a questionné hier le ministre des Ressources naturelles à la Chambre des communes concernant le projet hydroélectrique de Muskrat Falls. Marilyn Gill demande au ministre Jim Carr de garantir que le gouvernement n'accordera pas d'autres prêts au projet du Labrador. La députée bloquiste de la Côte-Nord qualifie l'implication du gouvernement fédéral de concurrence déloyale pour Hydro-Québec. Elle estime qu'Ottawa fait passer les intérêts de la province maritime avant ceux du Québec. Le ministre du gouvernement Trudeau a rappelé l'existence d'un accord avec la province de Terre-Neuve-Labrador. Aucune décision n'a été prise dans le dossier, a-t-il affirmé. Le gouvernement du Québec a aussi pris position contre toute aide fédérale au projet hydroélectrique de Muskrat Falls. Les coûts de ce projet sont passés de 7 à 11 milliards de dollars. Ben oui, ça va coûter plus cher que le projet Le Romaine pour produire moins d'énergie. Faut croire qu'à Terre-Neuve-Labrador, on n'a pas les mêmes normes qu'au Québec. Voilà, ça complète donc ce bulletin d'information régionale. Le directeur général du conseil de bande ITUM de Ouachat-Mac-Maliotenam, Ricky Fontaine, est avec nous pour nous parler du projet d'éolienne, un parc éolien à Pentecôte. Tous les détails dans quelques instants. Attitude. Popco vous présente le Salon de l'emploi de Port-Cartier. Jeudi le 3 novembre de 9h à 20h à l'Agora du complexe récréatif et culturel. Plusieurs outils seront mis à la disposition des chercheurs d'emploi. Kiosques d'employeurs, babillards d'emploi cachés, exposition de machinerie et visites industrielles, en plus de la présence des centres de formation professionnelle et technique et d'organismes de soutien à l'employabilité et à l'entrepreneuriat. Entrée et halte garderie gratuite. Informations au 88 766 80 47. Présenté en partenariat avec Emploi Québec et Gros Prémabec. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Du lundi au jeudi dès 19h, je vous invite à entrer avec moi dans les douces soirées Pure FM. On savoure ensemble les meilleures balades. On se retrouve du lundi au jeudi de 19h à 21h. Pure FM 94.1 jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1.
On a présenté hier un projet d'envergure de 6 à 700 millions de dollars. C'est la nation Innu qui s'associe 50-50 avec la compagnie Boralex. On va créer un parc éolien du côté de Pentecôte. Une vaste consultation s'est amorcée hier du côté de Ouachat. Ricky Fontaine, directeur général de ITUM, est avec nous pour nous en parler. Il est aussi porte-parole dans ce projet. Bonjour Ricky. Bonjour. Ricky, on parle du projet Apuiat. Apuiat, c'est comme ça qu'on le prononce. Ça veut dire quoi? C'est le bois dans lequel on fait les avirons qui va donner le nom au projet. Hein? Exact. On peut rappeler, Ricky, qu'il y a quand même ça chemine depuis une année au moins. Là, le gouvernement du Québec a accordé le bloc d'énergie à la nation Innu en décembre 2015. Il y a quand même plusieurs étapes de franchies. On a un partenaire majeur qui a de l'expertise dans le domaine, Boralex. On a également le site. Il reste aussi plusieurs autres étapes quand même. Là. Il reste plusieurs étapes à franchir, dont la plus importante est encore la négociation finale du contrat d'achat d'électricité, qui est un élément clé du dossier. Mais Hydro-Québec a un peu comme une obligation quand même. Le bloc énergétique a été accordé par le ministère des Ressources naturelles et de l'Énergie. Normalement, là, ça devrait être acheté par Hydro-Québec puis permettre un financement facile quand on a un acheteur garanti comme ça. Ben, c'est un peu comme tous les projets éoliens de tous les appels d'offres qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Les projets sont développés. On présente un projet qui a une viabilité à long terme et à partir de là, on est en mesure de présenter une proposition avec Hydro-Québec qui permet de réaliser le projet. C'est quand même des investissements majeurs. Les conseils de bande là, sont en train de discuter de leur participation. Il y a Boralex qui va être investisseur, mais aussi va profiter des profits. Et dis-moi, on a quand même pris un certain nombre de décisions là, à venir jusqu'à maintenant. Pourquoi Pentecôte, par exemple? Ça aurait pu être n'importe où sur la Côte-Nord. Là. C'est un monsieur Décipit qui nous a présenté le projet hier. Oui, en fait, Marc Genet est le président de la société en commandite qui regroupe les communautés Innu qui sont les partenaires au projet. Marc était présent à cette île alors que moi, je suis à l'extérieur de la région. Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir les 9 communautés Innu comme partenaires au dossier. C'est un partenariat dans lequel les communautés ont choisi au travers de quelques propositions un partenaire qui est Boralex, qui lui s'est associé à RES, Renewable Energy Service Canada, qui étudiait le site de Rivière-Pentecôte depuis près de 6 ans. Donc, c'était considéré comme un des endroits où les vents sont favorables à ce projet-là, finalement. Il faut qu'il y ait un corridor de vent favorable, là. Oui, dans les faits, c'est toutes les caractéristiques du site qui ont fait en sorte là, que ce projet-là devenait un des projets les plus intéressants à être réalisé sur la Côte-Nord. C'est un site qui avait assez de données de vent. Là, on n'est pas parti avec un projet sans données de vent parce qu'au minimum, ça prend 2 ans d'études de vent là, pour pouvoir évaluer le potentiel d'un projet. Alors celui-là, on avait déjà 5 ou 6 d'amasso au moment où on a fait l'analyse. Il y avait une assez bonne entente au niveau des chefs de la nation Innu là-dedans. Là, il n'y a pas eu de tirage de couverte de son bord. Tout le monde va y trouver son compte, hein, même si c'est sur le Nitassinan d'ITUM, finalement. Dans les faits, la partie plus politique, je la laisse aux politiciens. Pour nous, c'est de présenter le projet qui s'avère le plus intéressant pour la nation. C'est le mandat que l'on a eu. Les gens qui sont au niveau de la société qui regroupe les communautés ont ce mandat-là. C'est-à-dire d'offrir un projet qui a le potentiel d'avoir le maximum de retombées pour l'ensemble des communautés participantes. Alors, la partie plus politique, vous savez, il y aura toujours des sujets qui seront un petit peu plus pointus qui devront être discutés entre les chefs. En termes de stratégie d'approvisionnement, qu'est-ce qu'une entreprise Innu? Vous comprendrez là, que de Mastaouliach à Bakwashpu ou Matimekos, Lac-John, la définition d'une entreprise Innu peut être différente. Les communautés qui sont plus éloignées doivent aussi trouver une façon de participer au projet. Alors, au niveau de l'employabilité, ce sera une question additionnelle.
résiduel. Et l'autre partie qui est importante, comme c'est un projet régional, il faut balancer les intérêts de tous à l'intérieur d'un projet qui se doit d'être un projet qui respecte des échéanciers et un encadrement financier précis. Je pense que ce qui est très intéressant de parler pour les gens de Sept-Îles-Port-Cartier, c'est les retombées économiques. Pour les gens de Ouachat-Maliotenam aussi, là, c'est quand même majeur. On parle de 300 à 400 emplois pendant la période de construction. On parle de redevances pour ITUM puis pour la municipalité de Port-Cartier. Au niveau des retombées économiques, là, ça sonne comme une douce musique aux oreilles des Blancs qui sont autour, Monsieur Fontaine. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire un projet qui rejoint qui reçoit la plus grande acceptabilité régionale et locale. Certainement pas un projet qui va faire l'unanimité et on le sait à l'avance, mais en même temps, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'assurer qu'on tire le maximum des bénéfices pour la région, pour les communautés, dans un projet là, d'importance et qui va être une première sur la Côte-Nord. Et dans les communautés, si on prend l'exemple d'ITUM, là, il y a beaucoup d'employés blancs, il y a beaucoup de contracteurs, d'entreprises qui ont des contrats. Vous êtes un donneur d'ordre, ITUM, ça va être le cas encore là avec cette nouvelle société-là. Quand on dit qu'on veut prioriser les communautés autochtones, les entreprises autochtones, ça va se faire dans la région Côte-Nord, finalement, avec les gens avec qui vous êtes habitués de travailler. Certainement. C'est un des enjeux avec lesquels on va devoir travailler. Vous savez, on parle de projets majeurs. On parle d'un contrat initial pour tout ce qui touche les turbines, puis la balance du projet là, qui comprend les routes d'accès, les fondations et puis tout ça. Alors, il y a deux grands projets, contrats majeurs qui sont développés. Alors, il faut s'assurer que les gens aient la capacité de le faire. Une fois ça fait, nous, on va développer une stratégie d'approvisionnement qui va faire en sorte de prioriser et les entreprises Innu et les entreprises de la région. Le territoire comme tel, c'est votre Nitassinan. Il y a quelques chalets, je pense. Les impacts, là, l'étude s'en vient. Il y aura une étude sur les impacts environnementaux qui va être publiée très bientôt. Mais on parle quand même d'installer de 48 à 57 éoliennes là, à 7 km du village de Pentecôte. Pour les Inuits, pour les gens de Pentecôte, les éoliennes vont être visibles de la route 138, quoi. Quels sont les impacts anticipés là, à ce moment-ci? Au niveau de l'étude d'impact, comme on vous le disait, il y a quand même plusieurs années de données qui ont été amassées. Il y a plusieurs études qui avaient été commencées. Il y a des études il y a une étude d'impact qui a été préparée à l'aide de l'information qui a été amassée au fil des années. Cette étude-là a été déposée au ministère concerné et ils sont en train de l'évaluer. Ils vont demander des compléments sur certains éléments à proprement parler. Après ça, on va avoir complété le travail au niveau de l'étude d'impact. Les impacts sont au niveau de la faune, de la flore, au niveau visuel aussi. Vous avez vu hier quelques projections en termes d'impact au niveau visuel. Vous l'avez vu aussi un peu au niveau sonore. Et il y a des sites archéologiques qui sont présents avec différents niveaux d'importance. Alors, tout ça, ça fait partie de l'étude qui a été réalisée. Il va sûrement y avoir des compléments qui vont être demandés. Et il va y avoir une stratégie pour mitiger les impacts sur les différents sites. Il y a aussi des chalets, il y a des caches. Il y a des caches qui sont répertoriées. Il y en a d'autres qui ne sont pas répertoriées. Alors, tout le processus de consultation sert à bonifier la base de connaissances de façon à avoir un projet là, qui rejoint le maximum de gens possible, de façon à présenter un projet là, qui est le plus acceptable pour tous. En même temps, les lois du Québec prévoient que les citoyens peuvent demander des audiences publiques du BAP, en plus des séances de consultation qui se sont amorcées hier à Ouachat. Là. On travaille avec quel échéancier, M. Fontaine? Là? Il n'y aura pas de travaux avant au moins un an et demi, si je comprends bien. Là. C'est-à-dire que tout est fait en fonction de pouvoir débuter des travaux si le support est nécessaire pour la fin de l'été 2017. Par contre, déjà, là, on peut anticiper qu'il pourrait y avoir des retards parce qu'il y a des compléments d'information qui sont nécessaires. Alors, on travaille toujours avec un échéancier de début de travaux fin été 2017, mais c'est sujet à un échéancier critique qui lui évolue au rythme des
semaines. Il y a toujours des décisions principales qu'il faut qu'elles soient prises et à partir de là, plusieurs interventions vont être faites. Alors, on espère, si tout se passe bien, début des travaux fin 2017, mais il y a aussi des décisions à prendre en ce qui concerne l'ordonnancement des travaux, comment on va faire, on le fait par phase, on étire le projet sur une période de 2 ans pour maximiser les impacts. Alors tout ça, là, ça fait un échéancier, l'échéancier critique qui est rattaché à tout ça est quand même important puis évolue là, au rythme des semaines en fonction des décisions qui sont prises ou pas. Et puis en terminant, l'acceptabilité sociale, vous allez peut-être me répondre que c'est encore là une question un peu politique, là, mais est-ce que vous sentez les Inuits sont derrière ce projet-là? Ça se parle quand même à Ouachat, Maliotenam et même dans d'autres communautés de la Côte-Nord, là, les chefs, les conseils de bande auront des décisions à suivre, mais le feeling que vous avez, là, les gens sont plutôt positifs face à vos projets Apuiat? Dans les faits, là, oui, je vais vous répondre que c'est une décision politique, mais il y en a déjà une décision politique qui a été prise il y a déjà plusieurs mois, c'est-à-dire d'accepter que ce soit un projet de nation qui est offert aux 9 communautés Inuits retrouvées là, au Québec. Du côté de politique, cette décision-là a été prise. Maintenant, on tombe vraiment dans la rédaction des différentes ententes et dans les détails, on va voir comment tout ça peut s'arrimer. C'est un projet de nation, ça regroupe les 9 communautés, il y a des décisions qui doivent être prises, il y a du support qui a été obtenu de la majorité des communautés. Maintenant, là, on tombe dans la mise en œuvre de tout ça. Et habituellement, ça se complique un peu. Le concept du Conseil de la Nation est toujours en évolution. Il y a des communautés qui participent de façon importante, d'autres qui prennent un pas de recul. Faut pas oublier non plus qu'il y a eu 5 élections au sein de la nation depuis les 8 derniers mois. Alors ça aussi, ça a une influence là, sur le support qui est apporté par les différentes communautés au projet. Oui, c'est une décision, c'est une question qui est plus de nature politique, mais il y a déjà des décisions de nature politique qui ont été prises et qui nous ont permis d'avancer dans un projet qui touche la nation dans son ensemble. Et les consultations, ça a été amorcé hier. On peut obtenir de l'information, notamment auprès du conseil de bande, peut-être aussi auprès de Boralex. Les gens de Port-Cartier, Pentecôte, là, il va y avoir une séance. On va pouvoir avoir toute l'information sur place, j'imagine, hein? Oui, il y a une série d'activités de consultation qui ont été mises en branle hier. Il va en avoir au cours des prochaines semaines. Ça va se dérouler tout le mois de novembre, une partie de décembre. Il y a eu des discussions avec les gouvernements locaux concernés. Alors, tout ça, ça continue. Il va y avoir des rencontres avec les différentes communautés aussi. Alors, c'est un processus qui est en continu. C'est lancé. Tout ça devrait mener à un projet beaucoup plus complet qui devrait obtenir le support là, d'une majorité de participants. Et pour tous les détails, là, il y a déjà un site Internet qui est créé. C'est Apuit.com. Donc, tous les détails sont là déjà sur ce site Internet. Ricky Fontaine, directeur général du Conseil de bande Itum, un gros merci pour cette entrevue à la radio. Merci, Jean. Au revoir. Au revoir. Attitude. Aluminerie Alouette présente. Tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette offre un temps d'antenne aux organismes qu'elle soutient par le biais d'entrevues consacrées à la promotion de leurs activités. Que ce soit au niveau communautaire, environnemental, culturel ou sportif, tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23. Aluminerie Alouette, engagée dans son milieu, présente. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Valérie, on va parler de la prochaine saison de motoneige, même si on n'a pas vu un seul brin de neige encore jusqu'à maintenant à cette île, en Basse-Côte-Nord non plus. Non plus, il n'y en a pas là-bas. Non. Mais tu sais que la route blanche là-bas, c'est très important pour les gens. Là. On n'a pas de route en Basse-Côte-Nord, donc quand il y a de la neige en abondance, là, on peut circuler entre les villages. C'est la liberté pour les gens. On va en parler avec Randy Jones, parce qu'il y a des changements au ministère des Transports qui compliquent la situation cette année. Randy Jones est toujours maire de Gros-Mécatina en Basse-Côte-Nord. Bonjour, Monsieur Jones. Oui, bonjour. Monsieur Jones, la route blanche, hein, on le sait, en Basse-Côte-Nord, là, c'est vraiment la liberté pour les gens chez vous quand il y a de la neige en masse, là. La route blanche, c'est l'ouverture pour des gens d'être capables
voyager entre les villages, puis de voir les personnes d'autres que les visages qui sont isolés toute l'année longue. Et le ministère des Transports, au lieu d'améliorer et d'aller en essayant d'améliorer les contrats, cette année, pour moi, c'est du jamais vu. Puis j'ai déjà fait l'entretien des routes pendant 15 ans et de voir qu'il y a une autre façon de faire cette année, risque partagé. Ouais. Puis ça, c'est du jamais attendu. Puis au lieu d'améliorer, ils vont détériorer, ils vont mettre en péril et à risque les vies des gens de la Basse-Côte. Vous savez, entre Saint-Augustin, Vieux-Fort et Blanc-Sablon, il y a 65 kilomètres et ça coûte 650 000 par année pour faire le déneigement. Ça, c'est une route, là. On parle de la route. Il y a 6 villages qui sont reliés, là. C'est ça. Puis entre Blanc-Sablon et Kékasca, il y a 450 kilomètres et on ne peut pas avoir 500 000 pour faire l'entretien. Il y a un gars par section qui fait 60 kilomètres. Puis ça, M. Saint-Pierre, ça, si les gens ne savent pas quoi ce que c'est de couper des arbres, forer des trous, planter ça dans la glace, sur les plaines, et faire ça à chaque année, mettre le signalisation, le balisage, pelleter les portages et faire passer avec la niveleuse. Ouais. Pour une personne, c'est énormément de travail. Ouais. Si je comprends bien, M. Jones, là, c'est une question d'argent. Là. Le ministère injecte moins d'argent dans l'entretien de la route blanche pour les prochaines années. C'est ça que je dois comprendre? Oui, c'est absolument. Puis, en plus, il veut juste payer le contracteur, comme dans leur mot de risque partagé. Ils ont pris une moyenne des 10 dernières années. Puis, en plus de nous insulter, ils sont en train de faire une injustice, selon moi, aux gens de la Basse-Côte, par le fait que ils nous blâment pour le réchauffement climatique, parce que l'année passée, on sait que la route n'a pas ouvert. Oui. Ben, les gens ont circulé quand même. Oui. Il n'y avait pas, selon le ministère des Transports, suffisamment de neige. Oui. Mais c'est toujours un petit peu comme ça. Les gens en Basse-Côte, ils n'attendent pas l'autorisation du ministère des Transports de sortir le skidoo, là. Exactement. Puis en plus, vous savez, une fois que la glace est bonne, les gens circulent. Puis dans les autres années passées, les contracteurs avaient toujours quelqu'un aller vérifier pour voir si la glace était bonne, puis de faire le balisage, puis quand la neige arrive, ben il ouvre la piste. Ben cette fois-ci, c'est pas ça qui va se faire. Ils vont payer pour 3 semaines, puis s'il n'y a pas de neige par après, mais il n'y a personne qui va aller vérifier la route blanche, et le contracteur ne sera pas payé. Ouais, là, ça s'en vient dangereux, M. Jones, si je comprends bien, là, par rapport au passé. C'est sûr que les gens prennent tout le temps un petit peu de chance, là, en Basse-Côte, quand même. On n'attend pas après le ministère, mais j'ai jamais entendu parler d'accident majeur ou de mort en motoneige chez vous, là. Non, pas depuis l'arrivée de la route blanche. Ben, par contre, auparavant, oui. Il y avait des gens qui se sont noyés tous les ans. C'est exactement pour cette raison-là que les gens avant moi ont travaillé pour avoir le balisage entre les villages. Oui. Et au lieu d'améliorer, on s'en va puis en détériorant. Puis ça, c'est pas du tout. C'est mettre à risque la vie des gens. Parce que veut pas, les gens vont voyager. L'hiver passé, ils ont pas ouvert la route, sauf qu'un endroit, le pire endroit qu'il y avait sur la route blanche, entre la Tabassère et Baie-des-Moutons, que moi, comme maire, j'ai soumissionné on a eu l'entretien de ça du ministère des Transports, puis c'était le seul secteur qui était ouvert. Ben, le restant, même pour traverser la rivière Saint-Augustin, 1 kilomètre de distance, ils n'ont pas
ouvert la route. Puis ça, pour moi, c'est du jamais vu. Puis là, cet hiver, il arrive avec un nouveau contrat. Puis à la dernière minute, on vient d'être informé hier que la soumission n'a pas été acceptée, puis ils vont ressortir en soumission. On est minuit et demi, puis ils vont ressortir en soumission au mois de novembre. Puis on sait, pour avoir des machines, puis d'avoir tout ça prêt, ça prend 2-3 mois. Ça veut dire que les gens de la Basse-Côte vont être pénalisés encore une fois. Moi, c'est du jamais vu. Je sais pas quoi ce qui se passe avec le ministère des Transports. Oui, c'est des décisions qui ont été prises où, M. Jones, ça? Pas à Sept-Îles, certain. Là, on comprend l'importance de la route blanche quand on vit à Sept-Îles. On est près des gens de la Basse-Côte, mais les décisions sont prises à Québec, quoi. Il y a quand même 2 ministres qui ont été chez vous cette année, là. Vous avez dû leur parler de la route blanche, certain. Non, on n'a pas eu de ministres qui sont venus ici, à ma connaissance. Ben, l'an passé, là, l'hiver dernier, dans le dossier. Les ministres des Transports, ils sont venus parler pour 1 heure à Chevry, pour parler de le bateau, le Bellette de Gagné. Bon. Et la route blanche, ils n'ont pas parlé. Ben, des décisions sont prises par quelqu'un, je sais pas où. Ben, en tout cas, c'est sans regard pour la sécurité des gens de la Basse-Côte. Et je pense qu'il faut mettre des affaires en contexte. Puis s'ils sont pas capables de réaliser ou voir comment est-ce que c'est supposé de fonctionner, ben qu'ils prennent quelqu'un de la Basse-Côte pour leur montrer comment faire, parce que ça, c'est rire du monde. Puis avant que la route était là, on a eu des accidents comme on peut pas imaginer, des noyades de tous les villages de la côte. Et après que ça a été fait, ben, ça n'existe plus. On n'a pas de choses. Il y a toujours quelqu'un qui est là, puis les balises sont là, c'est sécuritaire. Même si c'est pas ouvert, c'est sécuritaire. Mais cette année, il n'y aura pas quelque chose comme ça. C'est pas dans les planifications du ministère, c'est de couper. Mais ça fait quoi, une 30aine d'années officiellement que le ministère est impliqué, là, puis qu'on parle d'une route blanche entretenue par le gouvernement? Oui, c'est plus que 30 ans. Parce que moi, j'ai eu des contrats pendant une 15aine d'années. Puis après ça, c'est d'autres contracteurs qui l'ont eu, puis il y en avait d'autres qui l'ont eu avant moi aussi. Puis dernièrement, ça fait 10-12 ans, ça fait au moins 30 ans, puis c'est quelque chose, la fierté des gens, parce que c'est tous les gens qui travaillent là-dessus font leur mieux pour que les balises sont droites. Et c'est quelque chose à voir quand c'est tout balisé. Puis les balises sont juste 15 mètres entre les balises avec des réflecteurs dessus. Puis là, ils veulent engager des gars pour 3-4 semaines. Puis des gars qui vont travailler comme des fous pour essayer de couper tout ça et baliser ça, un gars par secteur. Ouais. Normalement, une bonne saison de motoneige par chez vous, quoi, ça commence un petit peu avant les fêtes, puis ça va jusqu'en avril, quoi? Oui, normalement. Dernièrement, avec le réchauffement climatique, puis je peux pas mettre toute la faute sur le ministère non plus. S'il n'y a pas de neige actuellement, c'est pas de la faute du ministère, ça, c'est clair. Ça, je peux comprendre ça. Mais par contre, si le ministère n'a pas investi dans une route sur la Basse-Côte, ça, je peux leur tenir à faute pour. Et nous autres, on n'a pas de route. Ça, c'est notre route. Puis s'ils veulent on est en 2016, là. Ouais. Puis on est à la porte de 2017, puis notre moyen de transport, c'est motoneige entre les villages. Puis s'ils sont pas capables d'investir là-dedans, c'est... Ouais. En tout cas, c'est pas bien pour notre communauté, nos gens de la Basse-Côte. Notre saison touristique, c'est l'hiver. Ouais. Que les gens puissent investir, et là, il n'y aura rien de ça. C'est encore un autre hic dans
essayer de tenir nos villages en vie. Ouais. Comment vous expliquez ça, M. Jones? C'est l'absence, vous n'avez pas de poids politique en Basse-Côte-Nord. Finalement, vous n'êtes même pas un comté. Il n'y a pas assez de monde pour que le gouvernement du Québec s'intéresse à vous autres, parce que c'est la misère noire des boîtes en Basse-Côte. Là. Depuis les moratoires sur la morue, il y a plus grand monde qui travaille, c'est l'exode. Puis là, on vous enlève votre plaisir de motoneige l'hiver. Oui, puis, moi, je pense que, surtout au niveau du ministère des Transports, on a changé de ministre de plus souvent que la plupart des gens changent de culotte. Depuis les 6 ou 7 dernières années, ça fait 7 ou 8 ministres de Transport. Puis il n'y a pas de continuité, puis il n'y a personne qui prend le contrôle puis dire comment ça va. C'est supposé d'y aller. Ouais. Et pour moi, ça vient qu'on est fatigué, on est tanné. À chaque 2-3 mois, il faut qu'on refasse la même chose encore pour essayer de faire entendre nos cris. Puis c'est pas parce que Randy Jones n'a pas essayé par tous les moyens. À un moment donné, il y avait sa carte de membre de tous les partis politiques pour pouvoir essayer de faire des pressions aux bons endroits, là. Je l'ai fait à tous les cartes, puis avec toutes les cartes. Parce que, vous savez, quand on reste dans un coin, comme moi je reste, puis on voit quoi ce qu'il y a à faire, c'est pas la couleur qui compte. Il faut que tu sois daltonien. Puis, je travaille avec mon député, toujours travaillé, puis le plus gros respect pour notre député. Madame Richard, je lui ai parlé encore un matin. Puis je sais qu'elle aussi, elle essaye, mais la volonté est pas là. Puis on est fatigué et tanné de se faire mentir. Le premier ministre nous a dit 2 ans passés, 232 millions pour la Basse-Côte pour la continuation de la route. Puis on n'a pas vu on n'a pas un tronçon de plus, là. Non, puis pas une heure de travail. L'hiver passé, ils ont été supposés d'avoir 5 à 25 millions pour faire la continuité des plans et des vies. On les a pas vus non plus. Le silence est brutal. Puis c'est en train de faire mal à tout le monde. Je peux pas vous dire, M. Saint-Pierre, hier soir, j'ai eu une réunion publique ici. Puis, pour la première fois, les gens m'ont demandé, je pense que le temps est venu pour les gens de la Basse-Côte-Nord de se mobiliser encore une fois et de faire, comme j'ai fait en 89, sortir à Québec avec un siau d'eau, puis manifester devant l'Assemblée nationale avec un siau d'eau pour avoir un système d'acadique dans notre communauté. Le temps est venu, je pense, pour les gens les communautés de la Basse-Côte, d'aller se mobiliser en quelque part, puis faire comme tout le monde font, bloquer la 138, puis essayer d'avoir les oreilles de tous les gens qui peuvent prendre une décision pour nous autres. Ouais. Parce que c'est pas facile d'essayer de bâtir et de faire quelque chose dans ces conditions-là. Eh bien, Randy Jones, on va vous souhaiter bonne chance. On voit que ça veut se mobiliser en Basse-Côte-Nord. Là, je pense que les changements au contrat de la route blanche en Basse-Côte, ça peut être la goutte qui fait déborder le vase, si je comprends bien. Là, les gens sont tannés de ce genre d'affaires-là. Exactement. Merci beaucoup. Un gros merci. Au revoir. Bonne journée. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Attitude. Chérie, pour le souper ce week-end, j'ai invité Pierre, Sophie puis les enfants. Cool! On essaiera une nouvelle recette. IGA a tout ce qu'il faut pour réinventer vos petits soupers. Ah, puis j'ai aussi invité Marc, Julie, le petit Léo, puis toute son équipe de football. Ou vos grosses réceptions. Jusqu'au 2 novembre, IGA vous offre le beefsteak de contrefilet avec os à seulement 5,99 la livre. Et à l'achat de 2 caisses de bière sélectionnées, obtenez une réduction de 15 sur vos autres produits d'épicerie. IGA, le plaisir de mieux manger pour moins cher. Le premier ministre s'apprête à réduire les impôts de 50 Hey, bonne nouvelle, le prix de l'essence vient tout juste de descendre sous les barres de 50 cents. Wow! Eh oui, le coût du panier d'épicerie coupera de plus de la moitié de son prix habituel. Si la vie était comme ça, on n'aurait pas besoin de la boutique Attraction. À la boutique Attraction, vous obtenez toujours un minimum de 50% de rabais sur une foule d'articles et d'activités offerts dans votre région. La boutique Attraction, des offres exceptionnelles sans exception. Visitez boutiqueattraction.com. Jusqu'à 13h.
Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. On va faire le point sur Vieux-Quai en fête. Il y a un plan de relance sur la table. Il a été discuté avec les élus de la ville de Sept-Îles. Pour nous en parler, on reçoit le président du conseil d'administration de notre festival le Vieux-Quai en fête, Wayne Malouin. Bonjour. Bonjour. Là, t'es vraiment président. Là. Les dernières fois qu'on s'est parlé à la radio, t'étais VP. Monsieur Martel, il a démissionné officiellement. Oui, c'est maintenant officiel. Là, donc, c'est moi qui est président par intérim du Vieux-Quai en fête. Puis dis-moi donc, vous avez encore une équipe, un conseil d'administration qui veut aller de l'avant, qui a de l'énergie pour passer à travers la crisette? Oui, effectivement. Écoute, il y a eu, après la décision de M. Martel, il y avait quand même des membres là, au sein de ce CA-là qui s'étaient engagés pour 2 ans. Donc, il y en a qui finissent là, au prochain AGA qui aura lieu le 22 novembre. Mais d'autres membres là, qui ont un mandat de 2 ans, dont 3 membres en fait. Donc toi, t'es là pour une autre année. Là, tu vas poursuivre. T'es même pas en élection le 22 novembre prochain. Pour avoir des changements quand même, une assemblée générale annuelle, on le sait, hein, ça renouvelle le conseil d'administration. Là, on a élaboré un plan de redressement, quoi. On semble, on sait où est-ce qu'on s'en va. Là, on a un plan de match. Ben oui, effectivement. Notre but premier, nous autres, c'est certain que c'était de refaire un événement. Là. Tu sais, ça, c'est le but ultime. Oui, on veut rencontrer tous nos paiements, payer tous nos fournisseurs qui n'ont pas encore été payés. Mais pour arriver à ça, ça nous prenait une 2e édition, le minimum. Là. Tu sais, ça prend. Faut vendre quelque chose si on veut ramasser des fonds. Donc, on a élaboré un plan de relance sur 5 ans. Qui a été présenté à tous nos fournisseurs, sans exception, qui ont reçu les détails de ce plan-là. Et ainsi qu'aux élus municipaux. Ça a été accueilli comment, ce plan de redressement-là? Ça a été accueilli vraiment bien de la part de fournisseurs, je vous dirais. Là, jusqu'à la date d'aujourd'hui, là, j'ai 98,9% des fournisseurs qui ont dit oui. J'ai personne qui m'a dit non. C'est vrai qu'il y a des gens là, qui sont en vérification, qui avaient pas soit les pouvoirs ou de me dire oui tout de suite. Mais non, vraiment, le plan est solide. Et c'est ça, lundi, je suis passé là, avec mon équipe, là, une partie de mon équipe, ainsi que... Vous avez rencontré vraiment le conseil municipal en après-midi, là, c'était pas une réunion publique télévisée, non. On a pu discuter peut-être librement, justement. Ben, c'est ça, librement, pour aller le présenter, parce que les élus aussi, tu sais, sont très, très, très conscients là, que ce festival-là existe depuis 23 ans. Ils veulent aussi... je crois qu'il y a d'autres éditions. C'était à nous vraiment là de faire nos devoirs puis de le présenter un plan solide. Puis c'est ce qu'on est allé faire. Quand les gens, là on parle des fournisseurs, on parle de la ville de Sept-Îles, mais la population en général, là, quand les gens te parlent du Vieux-Quai en fête, c'est quoi les commentaires que t'as? Ben, je vous dirais que ça varie. Au début, on a eu un capital de sympathie qui était pratiquement unanime. Là, au début, quand on a annoncé le déficit. Là. Avant d'annoncer le déficit, tout de suite après l'événement. Okay, il y a eu après ça l'annonce du déficit. Même après l'annonce du déficit, par contre, moi, dans mes restaurants, on s'entend que chez Tim Hortons, c'est pas mal... une bonne place pour jaser. C'est une bonne représentation, je vous dirais. Ben, effectivement, je pense que c'est une belle représentation. T'sais, moi, chez nous, j'ai tout là, des fonctionnaires, des ouvriers. Donc, puis non, écoute, c'était encore bien accueilli. Puis, en plus, les gens sont conscients qu'un festival ou un nouveau commerce ne fera pas nécessairement de l'argent à sa première année. Ben, sa première année, c'est pas la première année du Vieux-Quai en fête, mais à une formule renouvelée. Donc, il y avait des gens qui disaient, écoute, on comprend, là, mais maintenant, la question, c'était, qu'est-ce que vous allez faire suite à ça? Puis c'était à nous de répondre. Et ça, je peux en prendre une partie du blanc. On n'avait pas de réponse immédiate. Ça a été notre erreur, ça, à nous. Écoute, on était d'ailleurs sous le choc de ça. On a eu des gros changements organisationnels, comme vous le savez. Donc là, il fallait se relever les manches, se structurer et faire un plan là, qui faisait du sens. Ouais, j'ai une question qui me brûle, je vais te la poser. Est-ce que le départ de M. Martel, tu as l'impression avec le conseil, les élus, le conseil municipal, ça améliore l'avenir, les perspectives d'avenir pour Vieux-Quai en fête? Il y avait peut-être un conflit avec le maire, c'était son ancien adversaire, non? Ben, moi, sérieusement, j'ai pas senti ça. J'ai pas senti ça, par contre. Je peux pas dire que j'ai pas senti ça de la part du maire ni de la part de Jonathan Martel, là. Ils ont vraiment, oui, je suis conscient qu'il y avait une rivalité politique, mais je pense que c'était vraiment séparé. Les deux, là, avaient tracé une ligne, là, pour le Vieux-Quai en fête. En tout cas, toutes les discussions qu'on a eues avec les élus, que ce soit avant, même pendant le processus, là, ils ont toujours pris le temps de s'asseoir, nous écouter, nous entendre. Monsieur le maire était toujours au bout du fil si j'avais besoin de lui parler. Donc, je crois pas, là, qu'il en a fait une cavale politique, là. Je pense qu'on l'a senti aussi, là, à un moment donné, les restaurateurs du bas de la ville, par exemple, ont répondu présent quand on leur a demandé de collaborer à une activité de financement. Il y a une certaine solidarité. Les gens veulent le sauver, le festival. Ben, effectivement. Puis, tu sais, on était voir ces gens-là. Ils ont vu le chiffre d'affaires augmenter aussi pendant le Vieux-Quai en fête. Puis, je me permets même de dire les commerces du haut de la ville aussi. Si je prends, par exemple, les hôtels, l'hôtel voyageur, Quality Inn,
ces gens-là nous supportent et font encore partie de nos fournisseurs présentement, puis ils veulent que cet événement-là revienne, c'est certain. Et même vos fournisseurs, donc finalement, il y a une volonté peut-être de contribuer ou d'être patient, parce que bon, ça a eu lieu l'été passé, il y a peut-être du monde qui ont travaillé, qui ont fourni des équipements, qui ont une business à gérer aussi, puis qui ont besoin de leur argent, là. Ben, c'est certain. Mais c'est pour ça qu'on a pris la peine de communiquer avec eux, là, puis de présenter, c'est ça, le plan qu'on leur a présenté. Ils sont d'accord avec ça, le plan est solide, et comme je disais, la grosse lacune du vieux camp en fête, ben c'est ça. Là, c'était qu'on avait aucune structure vraiment en place solide. On était en train d'en monter une, elle n'était pas encore fixe. Et pour ça, ben écoute, on est allé chercher des gens d'expérience, des gens qui connaissent ça. On a fait appel à du monde pour nous aider là-dedans. Ce qu'on sent, là, c'est qu'il y a vraiment une volonté de faire une édition, en 2017. Est-ce que vous avez déjà planché sur peut-être des erreurs à ne pas répéter? Ah, effectivement, ben oui, ça a été ça. Et ce sera aussi le principal, en tout cas, mon point principal à la GA, ça sera exactement ça. Je vais prendre juste pour nommer un exemple. Par exemple, l'ampleur de la programmation qu'on a pris. Juste de la manière dont on a négocié aussi certains contrats des artistes et tout ça. C'est tout ça qu'il faut vérifier, là. Ouais. Fait que c'est à nous de bien s'entourer puis de pas répéter les mêmes erreurs. Là, la solution, si je comprends bien, il y a un prêt de 60 000 $ là-dedans. Là, c'est ça qui va vous permettre d'avoir la liquidité. Il y a aussi des activités de financement qui s'en viennent. Ça veut pas dire que le prochain festival va être de moindre envergure, quoi. C'est un petit peu ça qui peut nous inquiéter. Non, en fait, non. Et la programmation, elle va vraiment être faite pour que ce soit à envergure égale. Ça va être des artistes équivalents. C'est vraiment au niveau de la manière de négocier. Pour donner un exemple concret, je vais vous donner... nous, cette année, on voulait avoir un hommage à Johnny Cash. Oui. C'est ce qu'on a fait. On l'a eu. On a ramassé le téléphone pour on dit on veut Sean Baker qui vienne chanter du Johnny Cash. Ce qu'on a appris d'une source, c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses une programmation. C'est tu veux un hommage à Johnny Cash, tu lances 500 invitations à des hommages X de Johnny Cash et il y en a un qui va venir à un prix moindre, c'est certain. Okay. Nous, on a appelé comment tu veux. On voulait le meilleur. Le plus gros, effectivement, là. c'est ça. Ben, tu sais, l'année prochaine... C'est pas le show qui nous a rapporté des bénéfices, là. L'année prochaine, si on veut un hommage d'Elvis Presley, on n'aura pas nécessairement Martin Fontaine, mais on aura quelqu'un qui peut très bien faire Elvis, par exemple. Oui. Et donc, pour l'avenir du festival, ça s'annonce mieux. Moi, j'aimerais comprendre l'Assemblée générale. C'est pas clair dans ma tête, là. N'importe qui a déjà été à Vieux-Camp en fête est membre de la corporation, puis peut y aller, puis participer, quoi? Ben, en fait, nous, il n'y a pas de cotisation pour être membre, là. Donc, il n'y a pas de carte de membre. On peut se présenter le 22, puis on est tout le monde est membre, dans le fond, la population. Tout le monde est éligible de se présenter. La manière dont ça fonctionne, il y a un document à remplir, par contre, qui est sur notre site Internet. Vous pouvez y aller. Vous avez deux choix, conseil d'administration ou comité d'organisation. C'est certain que la GA, c'est pour le conseil d'administration. Et quand le conseil d'administration est nommé, mis en place, il ira choisir au travers des sélections pour le comité organisateur. Ben, c'est à suivre. Après le 22 novembre, on aura sûrement d'autres informations. Wayne, en terminant, il y a un rendez-vous assez bientôt. Les gens qui veulent participer à un bal, c'est une belle façon de contribuer, hein? Ben financer Vieux Camp en fête, c'est ça le but. Effectivement, Bal en Blanc, on vous invite le 12 novembre à venir à notre rencontre. Et tous les commerces, j'en profite pour remercier tous les commerçants du bas de la ville qui nous offrent gratuitement tous cette belle bouchée. Et les billets sont en vente, quoi, on achète ça avant soirée, là? Avant soirée ou à la porte, il y a pas de, ça, c'est mieux avant la soirée, je vais vous le dire, là. Mais c'est certain que s'il y a une, deux personnes qui se présentent, on batifolera pas, mais, rentrez en communication directement avec moi. Il va y avoir une page aussi sur notre page Facebook qui devrait être là aujourd'hui. Sinon, Madame Cato qui s'occupe aussi de la vente de bière. Wayne Malouin, président du conseil d'administration de notre festival Vieux Quai en fête. Un gros merci pour ta présence en direct à Côte-Nord Attitude. Merci beaucoup. Côte-Nord. Attitude. De Nashville à la Côte-Nord. Je vous invite à être du rendez-vous ce samedi 17h pour De Nashville à la Côte-Nord. Vos salutations et demandes spéciales. Soyez-y samedi 17h à 21h. Pure FM 94.1. La compilation. La compilation. Salut, c'est David. Du lundi au vendredi dès 18h, je vous invite à un voyage dans le temps musical à Pure FM avec la compilation. Parce que commencer la soirée avec ça. Oubliez ça. Ça me semble que ça fait du bien. Commencez vos soirées de semaine du bon pied avec la compilation dès 18h. Pure FM 94.1. Besoin d'aller à l'extérieur, mais
Pas de permis de conduire. Sur le pouce. Pas de voiture. Sur le pouce. Vous allez à l'extérieur, mais vous ne voulez pas faire la route tout seul. Sur le pouce. Vous cherchez un service gratuit et efficace. Sur le pouce. Sur le pouce. 962-3838. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. On a deux invités en studio maintenant pour nous parler de la réserve navale NCSM Joliette et du jour du souvenir. Il y aura encore cette année des commémorations. François Lévesque est capitaine de corvette à la réserve navale et Magella Galland, son assistant, sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. François, peut-être d'abord rappeler la mission, là, la réserve navale. Vous autres, vous connaissez bien vos activités puis tout ça, mais des fois, à cette île, il y a peut-être encore des gens qui ignorent qu'on a une belle grosse réserve navale, des bâtiments bien équipés quand même, pour une mission qui est associée au ministère de la Défense. Ben oui, en fait, il faut penser qu'on est la seule unité constituée des forces canadiennes à l'est du Saguenay, sur la Côte-Nord. On est en quelque sorte un peu l'extension de la Marine royale canadienne dans les communautés. Donc, il y a 24 établissements comme le nôtre à travers le Canada. Et cette île est une des villes chanceuses à avoir obtenu un de ces établissements-là. La mission du NCSM Joliette est essentiellement de faire connaître l'opportunité de réservistes. On présente des opportunités d'emploi très intéressantes. Qui ne nécessite que très peu de formation, en fait, c'est-à-dire des prérequis au niveau académique sont relativement minimes. On offre toute la formation en lien avec les métiers qui sont offerts. Puis, évidemment, une fois que ces gens-là sont avec nous, ben on les entraîne, on maintient leur qualification, on les prépare pour justement être employés sur des navires, sur les côtes. Un peu comme le navire présentement Charlottetown, la frégate Charlottetown ou Vancouver qui sont déployés outre-mer en support aux opérations. Ouais. Et il y en a beaucoup des réservistes à cette île. Quand même, il faut expliquer qu'un réserviste, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est à temps plein là au NCSM Joliette. Non, exactement. Habituellement, c'est des individus qui mènent deux carrières de front, une dans le civil, une militaire, souvent des étudiants. Ou encore des gens qui travaillent dans l'industrie, dans la communauté. J'en ai qui sont chez Alouette, IOC, pour en nommer que quelques-uns, là. Les individus qui se joignent à nous, c'est des... Je me plais à dire que c'est l'élite de notre société, hein, que c'est les meilleurs qu'on a. Hein, c'est des individus extrêmement dévoués. Puis on en compte présentement une quarantaine dans notre organisation. Et puis c'est des gens qui peuvent être chez Alouette, à la Sûreté du Québec, des gens d'affaires, il y a toutes sortes de monde. Exactement. François, bon, c'est sûr qu'on parle de votre mission, là, on est en temps de paix, tant mieux, hein, on est bien content d'être en temps de paix, mais mettons qu'il arriverait un événement, là, que le Canada tombe en conflit officiel, votre mission, à ce moment-là, vous seriez mis à contribution, quoi? Ben, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, la devise de la marine, toujours là, toujours prêt. Et celle de la réserve navale de l'audace, toujours de l'audace. Essentiellement, c'est en ligne avec ce qu'on fait, de se préparer, de s'entraîner, de perfectionner nos compétences dans divers métiers. Pour justement venir en soutien aux opérations lorsqu'on aura besoin de nous. Mm-hmm. Et là, on va parler des activités, bien sûr, à chaque année, hein, au début du mois de novembre, on le souligne. Je sais pas si c'est le gouvernement ou ça fait partie de la mission, là, ça vous est dicté par les autorités, mais à cette île, c'est quand même toujours une belle cérémonie appréciée. On en a des anciens combattants. On parle pas juste de la Deuxième Guerre mondiale, là. On a des gens qui ont fait la guerre aussi ailleurs, là. Je vais laisser Magella là-dessus. En fait, oui, on a plusieurs vétérans qui ont fait partie de la Légion. Il nous en reste seulement un présentement, qui est Monsieur Lorenzo Lévesque. Qui a vraiment fait la deuxième, lui, la Grande Guerre. La Deuxième Guerre mondiale. Lorenzo Tremblay, excusez. Tremblay, oui. Qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Mais on a aussi des vétérans qui ont fait d'autres conflits des Nations Unies ou des conflits de l'OTAN, ok, qui se sont regroupés. On les appelle les vétérans UN NATO, qui qui s'affichent puis qu'on les invite toujours à nos activités de commémoration. Ça, j'ai pas le nombre exact là, mais c'est en pleine recrudescence. Il y a toujours des anciens militaires retraités qui ont participé à ces conflits-là, qui se joignent au groupe là, des vétérans UN NATO. Et Valérie, t'as remarqué, hein, nos deux invités ont bien sûr le coquelicot. C'est toujours, on le voit beaucoup à la TV à cette période-ci de l'année, les politiciens, les parlementaires, mais c'est quand même symbolique le coquelicot. Hein. On peut rappeler qu'est-ce que ça représente?
En fait, le coquelicot est à l'origine, après les grands conflits, en fait, je pense que c'est après la Première Guerre mondiale, les produits qui se trouvaient dans les obus, le soufre, sur les champs de bataille, après les bombardements, après les grands combats, a fait en sorte que sur les champs de bataille, le coquelicot a poussé. OK? Puis, avec les années, le soufre s'est dissipé, a disparu, et puis les coquelicots ont disparu. Donc, sur les champs de bataille. Le coquelicot est un symbole de ces grands conflits-là. Okay. C'est pour ça qu'on a gardé ce symbole-là, pour se remémorer les grands conflits. Et là, comment ça va se dérouler, là, la cérémonie? C'est cette fin de semaine, samedi ou dimanche? C'est dimanche. Dimanche le 6 novembre. Exactement. On fait ça la fin de semaine. Le jour du souvenir, je pense que c'est le 11. C'est le 11, hein? C'est vendredi prochain. Donc. Vraiment. Pourquoi on fait ça un dimanche? Parce que, comme le commandant l'a mentionné un peu plus tôt, on est des réservistes. Donc, des gens qui travaillent en ville dans d'autres industries, dans d'autres on a tous d'autres métiers, c'est ça. D'autres métiers, exactement. Puis le 11 novembre n'est pas un jour férié au Québec, OK? Ce qui fait en sorte que pour avoir le maximum de participation de nos membres, on fait ça toujours le dimanche qui précède le 11 novembre. Et cette année, ça se trouve être le 6. Et là, c'est dès 11h, il y a une cérémonie. Est-ce qu'il est trop tard pour se joindre à l'équipe? Fallait un peu réserver. Peut-être qu'on peut encore s'ajouter, hein? Non, il est pas trop tard. Vous pouvez vous présenter à 11h le 6, il n'y a pas de problème. Ça nous fait plaisir de plus qu'on a de monde qui viennent nous voir. Ça démontre, en fait, aux vétérans qui sont là, l'appui de la population, puis qu'on se souvient vraiment d'eux là, et de leur participation au grand conflit. Bien, en même temps, il y a une petite démonstration, une cérémonie. On s'entraîne. François nous l'a dit, à la réserve navale. Donc, quand arrive le jour du souvenir, on monte un petit peu ses habiletés. C'est un peu ça? Ben, le but est pas nécessairement de montrer ses habiletés. C'est vraiment une cérémonie qui est empreinte de respect. Et puis, on n'est pas là pour faire du flafla puis faire un show-off, là, si vous me permettez l'expression. C'est vraiment de se rappeler pourquoi le 11 novembre, pourquoi le jour du souvenir existe. Et puis, la cérémonie, toujours une prière, il y a un protocole qui est suivi, ben oui, c'est un maître de cérémonie. Puis on respecte. Il y a beaucoup de gens qui s'impliquent dans le souvenir. Hein? Je pense au port de Sept-Îles, le maire est toujours présent. Il y a plein de corporations qui sont impliquées là-dedans puis qui ont un intérêt au souvenir de cette guerre. Oui, effectivement. J'aimerais aussi mentionner que le 11 au matin, on a une petite cérémonie aussi particulière, une cérémonie de levée du drapeau, qui va se faire à 7h devant l'hôtel de ville, qui se trouve être en face du cénotaphe, le mémorial pour les vétérans. On a aménagé il y a quelques années, ben oui. C'est ça, une petite cérémonie très courte, cérémonie de levée du drapeau. On va redescendre le drapeau en berne, et puis à 11h, le drapeau va être remonté. On n'est pas beaucoup de membres sur place, juste 5-6 membres. Il va y avoir des dépôts de couronne aussi qui va se faire là. Ça, c'est au vrai jour du souvenir. En terminant, François Lévesque, notre capitaine de corvette, sa mission achève à Sept-Îles? On prépare la relève pour les prochaines années? Ça fait déjà, je suis déjà dans ma 5e année. Mais oui, un beau mandat. Un monsieur qui était apprécié au baseball, au hockey, dans son bénévolat. Même à Vieux-Quai, en fait, je pense qu'il va nous aider à remonter notre festival. Ça fait qu'on va s'ennuyer de toi si tu t'en vas. Ah, je vais m'ennuyer de vous autres. Aussi, oui? Oh, définitivement. Je l'ai toujours dit, j'adore la région. Je suis tombé en amour avec la région, ça a pas pris beaucoup de temps. Il doit y avoir des affinités, il me semble des Lévesques, il y en a en masse par ici. Il doit y avoir des affinités du monde de la place. Peut-être dans un futur maire, on sait pas. Ben oui, des Lévesques, on en a vu à Marie en baptême de suite. Ben, en tout cas, on te souhaite une bonne fin de séjour chez nous. T'es pas parti encore, là. On aura peut-être l'occasion de refaire un bilan ensemble. Définitivement. Et en fin de semaine, bien sûr, on te voit à cette activité. Tu seras là aussi le 11 novembre, bien sûr, face à l'hôtel de ville. Exact. Un gros merci pour votre passage à l'émission Côte-Nord Attitude ce midi, messieurs. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et Valérie, ça complète notre émission d'actualité d'affaires publiques. On a dépassé de quelques secondes. C'est-tu grave? Ben non, quelques secondes, c'est pas grave. Bon, on nous les accorde. On souhaite à tout le monde une bonne fin de journée. Demain, on sera de retour, une autre émission d'actualité. On devrait parler d'opération Nez Rouge parce qu'il y a une conférence de presse après-midi qui confirme que Nez Rouge s'installe chez nous à Sept-Îles. Bonne nouvelle, ça. Yeah! Au revoir tout le monde.